Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre consultant en relation d'aide. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble un épisode essentiel, un sujet essentiel que je retrouve. En tout cas, c'est une difficulté, un obstacle que je retrouve dans toutes les consultations que j'ai actuellement en aidant les hommes justement dans leur relation avec les femmes, avec leurs femmes ou bien avec leurs partenaires, leurs petits amis, peu importe. Dans tous les cas, le but est d'aider les hommes dans leur relation avec les femmes. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des conflits dans un couple. Alors, j'ai pas forcément besoin d'expliquer pourquoi et comment c'est important d'apprendre à gérer les conflits, mais on va quand même un peu décrypter tout ça. Pourquoi il est essentiel de gérer intelligemment les conflits? Parce qu'on va vite le voir, lorsque l'on est dans un conflit, on est en réaction, on porte un masque. Et si ces conflits-là ne sont pas gérés intelligemment et correctement, c'est déjà comme si on mettait un peu d'huile, hop, en plus, sur le feu du barbecue. Le feu est là, la tension est là, le conflit va arriver. Et si derrière on n'arrive pas à gérer ce conflit-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai dit, on va jeter de l'huile sur le feu et ça va être encore pire. Et c'est vraiment un obstacle, crucial que tous les couples rencontrent dans leur relation, tôt ou tard. Et c'est là où je me rends compte que déjà, en gérant les conflits, on va faire un gros travail sur la face visible de l'iceberg et on va voir qu'en fait, il va falloir plonger un peu plus profondément après pour comprendre les enjeux derrière ces conflits. C'est ce qui va demander du travail un peu plus sur du long terme, évidemment. Mais déjà, si on arrive à gérer ces conflits intelligemment, à prendre de la distance, etc., comme je vais vous l'expliquer dans cet épisode, on s'enlève, mais déjà une énorme épine du pied. Et forcément derrière, vu que tout va être beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide, notamment quand il va y avoir des événements, des situations conflictuelles dans notre relation, forcément, ça va être pour nous beaucoup plus facile pour aller vers ce que l'on veut, comprendre ce qui se passe en nous, ce qui amène à ce conflit-là, quelles sont les attentes, les exigences que l'on a envers l'autre et vice-versa, et comment on va pouvoir ensemble trouver une entente, comment on va pouvoir avancer ensemble face à cet obstacle. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la règle numéro 1. Lorsque l'on vit, lorsque l'on fait face à un conflit, lorsque l'on est dans un conflit, c'est une gestion de la distance. C'est-à-dire que lorsque l'on rentre dans un conflit avec quelqu'un, alors ça marche avec tout le monde. Là, tous les conseils que je vais vous partager aujourd'hui à travers cet épisode, ce n'est pas uniquement que pour les relations de couple, c'est évidemment pour toutes les relations. Mais nous, on va voir vraiment avec des exemples concrets dans le couple. La première chose qu'il faut faire lorsqu'il y a un conflit, c'est de prendre de la distance. Pourquoi? Lorsqu'il y a un conflit, on va être en réaction. Et qui dit réaction, dit masque, dit émotion, et dit croyance, dit peur, et dit on va adopter un comportement qui va être nocif autant pour l'autre que pour nous, qui va être nocif pour la relation d'une manière globale. Pourquoi on est en réaction? La réaction, c'est quoi? C'est l'action avec de l'émotion. Alors que l'action classique, ça va être de la réflexion et ensuite de l'action. Et nous, c'est ça qu'on veut. On veut de l'action classique, on ne veut pas de la réaction. Et le problème qu'il y a, c'est que si je commence à avoir une tension avec mon partenaire, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, l'émotion va monter parce que ça va réveiller des blessures, la blessure de trahison notamment. Et je vous invite, si vous voulez comprendre un peu mieux les mécanismes de cette blessure, à aller écouter le podcast que j'ai réalisé uniquement sur ce thème-là, la blessure de trahison. Et donc, le conflit commence, la tension commence à monter et les émotions ressortent. Ça y est, c'est parti. Et là, à partir de là, on a mis un masque. À partir de ce moment précis, il faut bien prendre conscience que la communication va être inexistante. Ça va être une guerre, une joute verbale, une joute d'arguments, une joute d'émotions pour savoir qui a raison, qui a tort, qui doit s'écraser, qui doit se soumettre, qui doit dominer, qui... Non. En fait, tout ça là, derrière, tout ça, c'est vraiment que du bullshit qu'on est en train d'alimenter encore et encore. Et il faut apprendre à développer le réflexe avec son partenaire, peut-être en vous trouvant un mot, un code, peu importe, ou dès que vous sentez que là, hop, il y a une réaction. Écoute chérie, là on commence à être en réaction, je le sens, le conflit ça commence à se tendre un peu.
Viens, on prend un peu de distance, on fait notre truc dans notre coin. On va voir après, évidemment, dans les prochaines étapes, le petit fameux truc dans notre coin. Et ensuite, on revient, on discute un peu plus calmement ou d'une autre manière, etc. Si vous arrivez à faire ça, déjà, vous vous enlevez, mais comme je vous l'ai dit, une énorme épine du pied. Parce que là, on est en réaction, et qui dit réaction, d'ailleurs, la réaction, l'émotion première lorsque l'on est en conflit, c'est la colère. Et il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'ils ne vivent pas de colère, mais parce qu'ils en ont juste pas conscience. Des gens qui vous diront, moi je ne me mets jamais en colère, moi je ne vis pas de colère, etc. Ce sont des énormes menteurs. Enfin, c'est même pas des menteurs, c'est des gens qui sont dans un déni absolu parce que n'importe quel être humain sur Terre vit de la colère, qu'il le veuille ou non. C'est une émotion comme toutes les autres, comme la peur, la culpabilité, la tristesse, et comme des fois des sentiments aussi, le senti, le bonheur, la joie. Ça fait partie de nous, c'est comme ça, c'est une énergie qui est forcément présente dans notre corps émotionnel. Et elle est très, 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 99% à 100% présente lorsqu'il commence à y avoir un conflit, une tension dans la relation. Donc il y a des gens il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont exploser leur colère, d'accord? Donc là, dès qu'il y a un problème, boum, ça part au clash, ça accuse, etc. Il n'y a pas de problème. Là, on voit que eux, ils la vivent, la colère, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens qui vont tout faire pour ne pas se montrer en colère, alors qu'ils en vivent. Et si vous allez écouter mon podcast sur la blessure de trahison, vous allez voir que ça, c'est une tentative de manipulation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes en colère ou que vous montrez votre colère ou non, vous êtes dans une tentative de contrôle sur l'autre. Pourquoi? Parce que la blessure de trahison est réveillée. À partir de ce moment-là, il va falloir apprendre à gérer sa colère, mais il faut bien comprendre que soit vous portez le masque du contrôlant agressif, donc vous allez tacler, vous allez accuser, vous allez vous mettre en colère, énervé, soit vous allez avoir le masque du contrôlant sournois. Et lui, il est beaucoup plus subtil. Attention, c'est pas l'un ou l'autre. Tout le monde bascule à chaque fois dans l'un et dans l'autre, mais il y a des gens qui sont plus spécialisé dans un des deux masques, pardon. Et le contrôlant sournois, lui, il va avoir un malin plaisir pour arriver à avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire peut-être à avoir raison ou à faire en sorte que l'autre reconnaisse son importance, le considère à travers ce conflit. Il va souvent avoir cette faculté à ne pas s'énerver et à mettre du coup la faute sur celui qui s'énerve. Ça, c'est la spécialité du contrôlant sournois pour montrer, entre guillemets, regarde comme j'ai raison, toi tu t'énerves, donc tu es celui qui perd en fait le conflit. Tu t'énerves, donc c'est que tu as tort, etc., etc. Et en plus, regarde comme tu me parles, etc. Waouh, tu me parles mal. Il y a plein de choses qui se mettent en place à ce moment-là. Peu importe dans quelle situation vous êtes, vous vivez de la colère. Que vous la maîtrisez, en tout cas, c'est pas de la maîtrise, pardon, c'est du contrôle. Hein, que vous la contrôlez ou non, vous vivez de la colère. Et il va être essentiel pour vous d'apprendre à gérer cette colère pour pouvoir passer à la suite. Comment on gère la colère? Il faut l'évacuer sur le plan émotionnel. Donc, comment on évacue une énergie qu'on a en soi, qui est là et qui stagne et qui bouillonne? Il faut l'évacuer grâce à notre corps physique. C'est bien pour ça qu'on dit que le sport, parfois, a tendance à nous détendre, etc. Parce que ça nous permet, lorsqu'on est en mouvement, de se vider émotionnellement parlant. Lorsqu'on a un trop-plein de tristesse, c'est-à-dire cette énergie de tristesse qui monte, qu'est-ce que le corps il a tendance à faire? Il pleure, on vide à travers les larmes. La colère, c'est simple. Si on ne la vide pas, si vous ne vous en occupez pas, vous n'arrivez pas à l'expulser physiquement parlant, elle va rester à l'intérieur de vous, elle va vous détruire. Il y a des gens qui se créent des énormes problèmes au niveau digestif à cause de ça. Pourquoi? Parce que ça chauffe à l'intérieur. Ça brûle. On va avoir des brûlures d'estomac parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à digérer. On va avoir des problèmes au niveau intestinal, etc. Soit il va y avoir comme conséquence une accélération du transit. Mais il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui retiennent leur colère, c'est l'inverse. C'est des gens qui vont avoir tendance à être énormément constipés parce qu'ils retiennent, et du coup le corps montre à quel point on est en train de retenir nos émotions. On n'arrive pas à les lâcher, à les expulser. Le corps est bien fait, c'est une machine quand même exceptionnelle, pardon. C'est super intéressant de faire le lien là-dessus. Mais dans tous les cas, la gestion émotionnelle de la colère est primordiale. C'est quelque chose qu'on n'a jamais appris. Et c'est bien dommage parce que je trouve que plus j'avance dans le temps actuellement, plus je me rends compte qu'il y a très peu de gens. C'est extrêmement rare les gens qui savent gérer leur colère. Gérer une colère, attention, ça ne veut pas dire
ne pas se mettre en colère, ça ne veut pas dire que des fois on va pas péter un plomb, etc. Non. Par contre, gérer une colère, c'est qu'au moment où on sent qu'elle monte, là, que ça y est, on prend de la distance avec la personne ou la situation et on va l'expulser. Il y a plein de techniques pour expulser. Au début, ça peut sembler un peu farfelu. Moi, j'en ai trouvé une qui m'aide énormément et qui a vraiment été un game changer. Je l'ai vu sur mon état émotionnel, ma santé, etc. À partir du moment où vraiment je l'ai appliqué dès que je commençais à avoir une colère. Il y a des gens qui vont faire la fameuse technique du tigre. Je suis pas trop fan de ça. Il y en a, ils vont hurler. Il y en a, ils vont prendre un coussin, ils vont taper dedans. En fait, il faut expulser sur le plan physique cette colère. Le problème du sport, même moi qui suis sportif, le problème c'est que vous n'allez pas faire une séance de course à pied ou de sport dès que vous vivez la moindre colère. C'est pas possible à un moment donné. Non, il faut trouver un truc concret, efficace, qui permet justement d'évacuer cette colère. Alors je ferai un épisode là-dessus. Mais pour moi, le meilleur exercice que j'ai trouvé pour ça et qui passe un peu partout. Je veux dire, si vous êtes dans un parc, vous pouvez le faire. Les gens, ils vont se dire, oh, ben, il est en train de s'échauffer, il fait du sport. C'est pas comme quand on hurle et que là, les gens, ils se disent, mais quoi, c'est quoi ce malade mental? En plus, on peut se faire mal à la gorge. Quand on fracasse un coussin, il faut avoir un coussin sous la main. Et puis, personnellement, je trouvais pas qu'il y avait une sensation libératrice à taper un coussin. Il n'y avait pas cette sensation d'expulser. Alors, comment j'ai trouvé cette technique-là? C'est tout simple. Je suis parti d'un constat. C'est que je me suis rendu compte que, et je vais vous poser la question, quelle est la première chose qu'un enfant fait lorsqu'il se met en colère? C'est quoi la première chose qu'il fait? Je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir à ça. Quel est le premier geste qu'un enfant fait lorsqu'il se met en colère? Et d'ailleurs, on lui reproche tout le temps en tant que parent. Il souffle. Dès qu'il y a un problème, il fait et il souffle. Et d'ailleurs, les parents, c'est le premier truc qu'ils disent. Hey, tu souffles pas, hein, attention. Mais qu'est-ce qui se passe en vrai là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? C'est un réflexe du corps humain pour expulser à la fois la colère et essayer de changer de changer l'état de son système nerveux. Parce que là, il est en mode sympathique, c'est-à-dire qu'il est en mode tension, énervement, et en soufflant, on essaye de redescendre en pression, de remettre en place le système parasympathique. Donc déjà, ça c'est un point hyper important. Ça veut dire qu'il va falloir souffler quand on veut expulser cette colère. Et derrière, pour moi, le meilleur mouvement, ça s'apparente à un mouvement de ski erg. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un mouvement qu'on peut voir en crossfit, en aerox, etc. Où on va se grandir, pointe de pied, lever les bras, lever les bras, lever les bras. Et on descend en touchant quasiment le sol et en expulsant, en soufflant. Donc, si j'associe les deux, le mouvement, j'ai comme un mouvement où je prends quelque chose et je le jette au sol et en même temps, je souffle. Et cet exercice-là, dès que personnellement je vis une colère, je me mets quelque part et je le fais. Et à un moment donné, à force de le faire, des fois c'est intense, donc ça bouge, je le fais plusieurs fois pendant 20-30 secondes. Et à un moment donné, je sens que ça commence à faiblir un peu, la fatigue, et je commence à avoir envie de bâiller. Et je bâille. Et là, je sais que, hop, il y a le switch s'est réalisé. Donc vraiment, première chose à faire, apprenez à gérer votre colère sur ce genre de conflit. Si pour vous, c'est mieux de taper dans un sac de frappe ou quoi que ce soit, faites-le. Mais sachez que cette technique-là que je vous partage, elle est idéale parce qu'on peut la faire partout. On passe pas forcément pour un fou si vous la faites dehors dans un parc ou quoi. Les gens ils se disent, bon, ben là, il est en train de souffler, de s'étirer, de se faire un échauffement, j'en sais rien. Et j'avoue que c'est celle qui, pour moi, a le plus de résultats, de meilleurs résultats. Une fois que vous avez réussi à gérer cette colère, que vous avez pris votre distance, que vous avez géré la colère, parce qu'on sait que des fois quand il y a des conflits, la colère elle monte, on a envie de taper tout le monde, là, ça part en cacahuète. Il va falloir se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi? C'est savoir de quoi j'ai peur pour moi dans cette situation. Là, actuellement, je suis en colère, je suis agacé, je suis frustré, je suis énervé contre ma compagne parce que elle est partie en soirée avec des copines, super, et elle m'a pas envoyé un message pour me dire quand c'est qu'elle rentrait. Imaginons, je prends un exemple tout bête. Et alors que je lui avais demandé. Là, je sens que j'ai des peurs. J'ai peur qu'il lui arrive peut-être quelque chose et que j'en souffre. J'ai peut-être peur peut-être qu'elle me trompe en fait. Peut-être que j'ai peur qu'elle aille voir ailleurs, qu'elle me cache quelque chose et que du coup je me sens trahi, etc. Il y a tout un ensemble de choses et il faut se poser la bonne question. De quoi j'ai peur pour moi dans cette situation? C'est ça qui va vous permettre après derrière de le partager à l'autre pour arriver à montrer qu'est-ce qui se passe en vous actuellement, à communiquer. Il s'est passé ça en fait. Là, j'étais énervé, etc. Je me suis énervé, mais en fait, j'avais peur pour moi, j'avais peur pour toi, j'avais peur que t'arrive quelque chose, j'avais peur que
peut-être que tu me caches quelque chose, etc. Ça m'a fait peur, ça m'a fait flipper, ça m'a fait vivre de l'insécurité. Ok? Une fois que vous avez cette peur-là derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme on a vu dans notre situation, il y a une attente en fait. Il y avait une attente de moi, j'ai besoin que tu m'envoies un message quand tu as fini ta soirée ou quand tu pars, quand tu rentres, peu importe. Voilà. Euh, mais peut-être que l'autre a l'attente d'être tranquille et de ne pas avoir besoin d'envoyer de message. Et ça, on va le voir après. Comment on va arriver à trouver une entente. Mais dans tous les cas, connaître l'émotion, parce que ça, c'est l'émotion principale, c'est la racine, c'est la peur, elle est là. La colère, c'est juste la face visible de l'iceberg. Après, quand on descend un peu plus profondément, il y a des peurs, et des croyances, etc. Ça demande un travail un peu plus poussé en thérapie, etc. Un travail de prise de conscience assez profond. Mais dans tous les cas, cette peur-là, elle va être intéressante parce que ça va vous permettre de comprendre quel était l'enjeu, qu'est-ce qui se cachait derrière cette colère et cette frustration que vous avez vécue. Et surtout, elle va être intéressante parce que vous allez pouvoir la partager. C'est ça, se montrer vulnérable dans une relation. C'est arriver à partager les peurs, les insécurités qu'on a, ce que l'on vit, ce que l'on traverse, et bien comprendre que l'autre, eh bien, on est à deux là. On est là pour soutenir, on est là pour s'entraider. On fait face à un obstacle tous les deux. C'est pas un obstacle tout seul. C'est pas moi qui suis jaloux, par exemple, et il y a que moi qui souffre de cette situation. Non, l'autre aussi souffre de cette situation. Et ça, c'est un point que énormément de couples n'ont pas compris. Lorsque l'un des deux vit une émotion négative, une difficulté, etc., vous êtes à deux. Vous avancez à deux. Parce que son émotion, sa difficulté, elle va vous impacter tôt ou tard. Vous êtes une équipe. Et si vous êtes du style à tout le temps mettre la faute sur l'autre et à dire en gros c'est ta responsabilité, t'as qu'à te gérer ça, moi ça me regarde pas, ou alors de dire ça doit pas m'impacter, enfin tout ce genre de trucs là, à un moment donné c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Restez seul parce que vous allez et souffrir et vous allez surtout faire souffrir quelqu'un. Donc là clairement oubliez ça, dites-vous bien une chose, vous êtes une équipe et l'un comme l'autre vous devez vous porter vers le haut. Sachez que si vous êtes sur une chaise, c'est une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé ça exceptionnel. Vous êtes debout sur une chaise et que quelqu'un est en bas, c'est plus facile c'est plus facile pour la personne qui est en bas de vous tirer vers le bas que vous, en hauteur, de la tirer vers le haut. C'est une question de logique par rapport au poids, etc. Et cette image-là avec la chaise et la personne qui est debout et l'autre qui est au sol, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que l'on peut voir parfois dans les relations où il y en a toujours un qui a tendance dans des situations difficiles à tirer vers le bas la relation, tirer le couple, et un autre qui essaye de tirer vers le haut et en fait c'est invivable. C'est comme une épreuve de tir à la corde avec Squid Game. Il y en a un des deux qui va crever, on ne sait pas lequel, mais en tout cas ça va être très compliqué. En tout cas, il y a un effort pour pas grand-chose. Et ça c'est un point crucial à comprendre. Et comment justement, après, derrière, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on a compris l'attente qu'on avait et tout, comment arriver à le communiquer? C'est ça le but, de communiquer sainement, en fait. C'est ça la troisième et dernière étape. C'est d'arriver à communiquer ce qui s'est passé. Donc, vous êtes redescendu en pression, vous avez fait votre petit exercice du ski erg présenté par Monsieur Massadrien ici présent. Ça a fonctionné, vous êtes redescendu en pression. Ça vous permet du coup de plus être en réaction et de voir ce qui se passe. Ah ouais, là, je vois qu'il y a ça, ok, j'ai peur de ça, ça, ça. Ok, bon. Communication saine. J'ai fait un épisode là-dessus, évidemment, la communication, pardon. J'ai perdu le nom, mais c'était saine, efficace et vrai, il me semble. Communication saine, on va communiquer en s'envoyant peut-être, par exemple, des messages. C'est extrêmement bête, mais c'est super efficace. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à communiquer en face à face. Envoyez-vous des messages. On a un outil fabuleux qui est le téléphone. Ça vous permet d'écrire intelligemment, de ne pas être en réaction, de vous relire si à un moment donné vous trouvez qu'il y a un truc qui est un peu tendancieux ou un peu accusateur, de bien prendre le temps d'avoir le recul sur ce que vous mettez, de le partager, l'autre va avoir le temps de le lire, de faire une petite réflexion autour de ce message, évidemment de vous répondre de la même manière, etc. Pour moi, j'ai toujours dit, les SMS, messages, WhatsApp, etc. pour communiquer, c'est excellent. C'est excellent, surtout si vous êtes en face de quelqu'un qui a énormément de difficultés, soit à garder son calme, soit à arriver tout simplement à communiquer. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Donc peut-être que pour l'instant, il faut commencer par message et petit à petit, vous allez réussir après à communiquer de vive voix de plus en plus facilement parce que ça sera une habitude, ça sera devenu une habitude de le faire à travers les messages. Et qu'est-ce qu'on va communiquer exactement là-dedans? On va communiquer ce qui s'est passé, nos peurs. Écoute,
Plutôt que d'être tout le temps dans l'accusation de ouais, tu m'as pas envoyé de message, etc. C'est écoute, quand tu m'envoies pas de message comme ça, je vis ça, ça me fait peur, ça me fait ci, ça me fait ça. Je sais que toi, tu as l'attente peut-être d'être tranquille, de passer ta soirée avec tes copines et tout, mais pour l'instant, moi, ça me fait trop flipper. Il y a des fois où j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, où j'ai peur que tu me caches quelque chose, etc. Ok, quelle entente on peut mettre là-dessus? Est-ce que à ce moment-là, on peut s'engager à ce que je t'envoie pas de message, mais par contre, je veux que quand tu finisses ta soirée, tu m'envoies un message? Est-ce que il y a plein de choses on peut mettre en place pour que mon attente et l'attente de l'autre se transforment en entente. Le jour où vous aurez compris ça, que vous aurez compris comment réaliser des ententes à travers vos attentes, je peux vous assurer que 100% de vos problèmes de couple vont disparaître. Parce que c'est que ça, les problèmes de couple. C'est que des problèmes d'attente non partagés, non comblés, qui se transforment en tension de fou furieux, alors qu'en fait, il faut juste arriver à communiquer et à trouver une entente, c'est-à-dire un compromis. Et ça, pour arriver à trouver des compromis, il faut déjà savoir ce qu'on veut exactement. Il faut savoir si le compromis qu'on a décidé de mettre en place nous convient. Il faut expérimenter. Parce qu'il peut arriver que parfois on se rend compte que, non, en fait, le compromis, il n'est pas bon. Hein. Ça nous va pas. Donc, comment on peut trouver une solution? Et surtout, ça c'est le point le plus difficile, mais ça demande un travail un peu plus profond également. Si la personne n'est pas ouverte à cette entente-là, comment moi je vais réussir à répondre à mon besoin, peut-être dans la situation que je vous ai donnée, un besoin de sécurité par mes propres moyens? Est-ce que je vais aller peut-être consulter quelqu'un pour m'apprendre à être peut-être moins jaloux? Est-ce que je vais aller... Il y a tout un travail à faire, mais dans tous les cas, il faut bien prendre conscience qu'il faut prendre sa responsabilité, d'accord? C'est soi, là. On est face à l'autre, mais c'est soi le problème. On est chacun le problème de soi-même et du coup, on devient le problème du couple, d'accord? Et en faisant ce travail-là, où on vient vraiment prendre conscience de ce qui se passe, etc., c'est ça qui nous permet plus facilement d'aller vers une entente saine dans la relation. Et pour vous donner un petit exemple d'une entente qui va être compliquée à mettre en place, j'avais une amie qui voulait justement avoir des enfants avec son homme et lui ne voulait pas d'enfants dans sa vie. Il n'en voulait pas, il était catégorique là-dessus. Donc elle a l'attente d'avoir des enfants, lui il a l'attente de ne pas en avoir. Est-ce que là, il y a une entente qui est possible? Ça semble très compliqué. Et donc, la finalité là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un point où peut-être qu'il va falloir que je me sépare de cette personne-là parce que cette attente que j'ai qui est trop importante pour moi, c'est-à-dire d'avoir des enfants, créer une vie de famille, créer une famille, eh bien, si l'autre personne ne peut pas y répondre, parce qu'il faut être à deux pour le faire évidemment, est-ce que je vais avoir le courage de laisser tomber cette relation et d'aller tenter mon aventure ailleurs en fait? Parce que faut bien prendre conscience d'un truc, c'est que si vous décidez de rester dans une situation où l'entente ne vous va pas, où il y a une inégalité sur cette entente-là, il va falloir assumer les conséquences. Parce que ça va vous faire vivre énormément de frustration, de colère, etc. Et alors là, vous allez être imbuvable, intolérant face à votre partenaire. Et c'est une catastrophe. C'est une situation qu'on retrouve beaucoup dans des couples qui parfois, il y en a un des deux qui veut déménager, je ne sais pas où, à l'étranger. L'autre, il veut rester en France, par exemple, parce qu'il y a sa famille, etc. Et du coup, il décide de le suivre. Sauf que forcément, il y a des trucs, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des problèmes là-bas également, comme en France. Et là, l'autre, en fait, il se rend pas compte à quel point cette situation, ça ne lui va pas du tout. Cette entente-là ne lui va pas du tout. Il a dit oui, mais il n'a pas été prêt à assumer les conséquences. Et là, ça part en cacahuète dans tous les sens. Je vois beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là, où il y en a un des deux qui a amené l'autre et il n'y avait pas une entente assez claire là-dessus, sur les conditions, sur les conséquences négatives qui pourraient se présenter. Et du coup, forcément, là, c'est la guerre. C'est la guerre dans le couple, alors qu'en fait, c'est juste une question d'entente, de contrat sur le plan matériel qui n'est pas bénéfique, en tout cas, qui n'apporte rien ou pas assez à un des deux parties. Voilà. Donc, pour résumer, conflit qui commence, on est en réaction, on arrête, on prend de la distance, on va gérer notre colère. Deuxième étape, on va apprendre à creuser de quoi j'ai peur pour moi dans cette situation, qu'est-ce que j'attends de l'autre. Troisième étape, communication saine, par message si c'est trop compliqué, sans accusation, je prends ma responsabilité, je vis ça, j'ai telle attente, qu'est-ce que toi tu vis, qu'est-ce que tu attends de moi, comment on peut trouver ensemble une entente, faire un compromis, pour que toi comme moi,
eh bien, on soit heureux, tout simplement, et que ça passe crème. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sur le papier, à travers cet épisode, ça a l'air simple. La réalité, elle est tout autre, parce que déjà, arriver à passer la première étape, c'est une sacrée aventure. C'est un sacré challenge. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous souhaitez derrière en apprendre un peu plus sur les relations de couple, etc., n'hésitez pas à vous abonner à mon compte sur Instagram, Adrien Homme Harmonie. Abonnez-vous évidemment pour écouter ces podcasts. Et il y a d'autres épisodes qui sont sur les sujets que j'ai relevés justement dans cet épisode. Il y a un épisode sur la blessure de trahison, il y en a un autre sur les attentes, il y en a un sur les gens qui ne s'excusent jamais, etc. Tous ces épisodes-là vont compléter un peu plus profondément, vont approfondir, tout ce que je viens de vous énumérer ici. Et je ferai prochainement un épisode sur la colère, quelles sont les conséquences pour vraiment creuser le sujet parce que c'est quelque chose de primordial d'apprendre à gérer sa colère et à comprendre les enjeux, ce qui se cache derrière la colère que l'on vit. C'était Adrien pour le podcast Cultiver l'harmonie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.